Pour une fois, je fais semblant de ne pas être surpris que c'est en direct. Yeah! Bon, c'est commencé. On est en direct. Alors, on a fait un petit spécial où on aura beaucoup moins à parler. On va laisser parler les autres. Et on va commencer par un bon générique, histoire de dire quelle est la météo chez les grands de ce monde et de redire un petit générique qu'on a bien aimé, puisqu'on va parler de nos chers amis américains. Donc, allez, envoyez le générique. C'est la tournée du bistrot. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Это не прогнозы, это то, что уже случилось. К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Chers amis américains, pourquoi ce titre rempli d'ironie? Il part d'un simple constat. Depuis des décennies, et principalement après la Seconde Guerre mondiale, les Américains se sont déclarés, inventés comme les chevaliers des vertus démocratiques. Il semble donc que les représentants de ce peuple, passés de l'état barbare à décadent sans avoir connu de civilisation, soient seuls juges de la valeur des régimes dans le monde, arbitres suprêmes du bien et du mal, jusque dans les pensées intimes relevant de la sphère domestique. Pour comprendre l'origine de ce déterminisme, il fallait remonter à la création non pas des États-Unis, mais bel et bien des premières colonies d'Amérique. Comment ce peuple, qui n'a qu'une histoire de 2 siècles, est-il parvenu à contrôler la politique mondiale de nos jours? En quoi ces idées de liberté et d'égalité peuvent être considérées comme fallacieuses et uniques au vu des différents éléments de l'histoire, sciemment occultés par les élites depuis la création des États-Unis? Pourquoi ce pays est-il devenu le chantre du mondialisme, gouverné par des gens élus par personne, au nom des valeurs démocratiques? Cette modeste étude en appellera d'autres. C'est précisément l'espoir de ceux qui l'ont faite. Bon, là, on a mal vu, je crois que Medvedev parlait des chevaux de l'Apocalypse. Alors, il faut quand même dire que Medvedev a annoncé que les 4 chevaux de l'Apocalypse, ben, ça y est, c'est parti, quoi. Donc, bon, les 4 chevaux de l'Apocalypse, c'est quand même la guerre, la famine, épidémie et mort. Voilà. Guerre, famine, épidémie, mort. Donc c'est une déclaration de Medvedev. Ça y est, les chevaux, il dit, ils sont partis. Bon, on avait Macron qui nous disait la bête, elle est là. Donc c'est donc le chapitre 13. Et puis Medvedev, lui, il vient en arrière, il dit oui. Et puis dans l'ordre des châtiments, ben, les 4 chevaux sont partis. Donc voilà, ça fait un peu froid dans le dos. Ça fait dire que de toute façon, on n'est ni pro-américain, ni pro-russe, je crois. Absolument pas. Non, hein. Non. On pense ils ont chacun, ils sont dans le casting, c'est tout, et ils ont un rôle à peu près différent. Mais de toute façon, le monde entier suit la bête dans l'émerveillement et se demande qui est semblable à la bête et qui peut se battre contre elle. Donc, les Russes et les Américains ont décidé vraisemblablement d'aller, on ne sait pas où. Et nos gouvernants, ceux qui nous gouvernent, nous expliquent qu'eux, ils sont pour suivre nos chers amis américains, anglo-bourricains. Et donc, d'ailleurs, nous ont fait une promesse formelle, c'est que vous allez voir, on va le mettre à genoux dans 5 minutes. Donc, je crois que le barman peut nous envoyer Macron qui nous a promis de mettre à genoux Poutine au pas en 2 minutes. Je pense qu'en 2 graphiques, en une simple image, on peut voir à peu près ce qui nous attend, puisque il peut envoyer l'image, hein, le graphique de ce que. Je pense qu'il est en train de faire la vaisselle, le barman. Non, il est là. OK. Une image vaut 1000 mots. Ah, One. Voilà. Alors, c'est mieux. Donc, Emmanuel Macron
nous annonce le 24 mars que ça y est, c'est fini, c'est terminé. Donc, hein, vous avez donc le diagramme de l'euro-rouble qui parle mieux qu'un long discours. Il y a l'attaque russe, il y a l'annonce des Européens, on va punir les Russes, et ils nous promettent que finalement, ça va être une guerre sans mort, pratiquement, puisque ils vont s'effondrer, quoi. Donc nous, on suit, on croit, le monde entier suit la bête. Et là, le diagramme nous dit qu'à partir du moment où Poutine a dit ben moi je veux plus d'euros ni de dollars, il semblerait que l'euro, donc c'est l'oblique rouge que vous voyez, a subi quelques désagréments vis-à-vis du rouble. Glissade. Une petite glissade. Ouais. Et donc là, on a un superbe économiste qui est venu nous annoncer que là, ce coup-ci, là, le 6e train qu'on va prendre contre la Russie, là, on va les mettre à genoux. Plus de gaz, plus de pétrole. Alors, c'est pas compliqué, monsieur l'économiste. Si vous faites ça, eh ben, le pétrole, il montera à 150 ou à 200 $, mais je ne sais pas combien ça fera en euros, mais à la pompe, ça fera peut-être 3 € à la pompe. Et le même monsieur nous disait, oui, de toute façon, maintenant que les Français ont intégré 2 € le carburant, on peut continuer. À 1,40, c'était la révolution, à 2, on peut y aller. Donc, le 6e train nous emmène vers une question un petit peu plus inquiétante. C'est qu'avec ce 6e train de sanctions, il y a quand même un gros problème qui se pose. D'abord, ça va être la question de l'alimentation dans le monde. On disait au dernier bistrot, ils vont essayer de nous vendre que c'est la faute à Poutine si on a faim. Non. Les exportations ukrainiennes, c'est 8% sur le marché mondial. C'est beaucoup plus inquiétant de voir les Chinois avoir raté leur récolte, l'Inde bloquer ses récoltes. Et puis, regardez un petit peu en France, parce que moi, je me renseigne un peu. Et puis, vous voyez un épi de blé, là. Voilà. Dans pas longtemps, il va falloir aller les chercher. Et tout le monde sait très bien qu'il suffit de les frotter dans sa main pour voir comment sont les grains. Alors là, je ne sais pas si je peux les montrer à la caméra, mais ce que je peux vous dire, c'est que là, j'ai pris un champ qui a été irrigué et un champ qui n'a pas été irrigué. Celui qui a été irrigué, c'est pas terrible. Celui qui n'a pas été irrigué, c'est la catastrophe. Je me suis renseigné également dans les zones un peu partout, autour des. Il faut demander aux paysans, puisque les gens qui nous gouvernent nous disent qu'il ne va pas y avoir de problème. Oui, parce qu'on s'imagine peut-être aussi que, comme d'habitude, c'est les Africains qui vont mourir de faim, c'est en Asie, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Non, c'est pas pour nous. Non, ça nous arrivera pas. Non, on n'aura pas la guerre, on n'aura rien. Non. On mérite pas. On mérite pas ça, non, on mérite pas ça. Alors, au dernier bistrot, on expliquait un petit peu quand même qu'on avait quelques fautes, on avait quelques petites fautes. Mais on peut rajouter éventuellement que on n'est pas ni russophile, ni russophobe, ni américanophile, ni américanophobe ou bourricanophobe. Non, on est dans un monde et on le suit tous comme on est. Il va y avoir des problèmes de blé, ça c'est certain. Il va y avoir des problèmes de nourriture, ça c'est certain. Déjà parce que notre monnaie s'effondre. Le diagramme vous en dit assez long. Et après le 6e train, où ils vous promettent qu'ils vont punir Poutine, il s'en fout. Le pétrole, il va monter à 150 $, et s'il en vend 30% de moins, il aura les mêmes revenus. Mais nous, par contre, il faudra qu'on paye la différence. Avec du gaz et du pétrole américain, et en plus, avec des raffineries. Alors ça, c'est un long truc qu'il faut expliquer, mais bon, on met pas n'importe. Voilà, et puis on peut met pas n'importe quel pétrole dans n'importe quelle raffinerie. Il y a des compatibilités que ça y est. C'est-à-dire le pivot de la société, c'est le sang de l'économie, c'est le pétrole. Le sang de l'économie, c'est le pétrole. Vous pouvez mettre des ventilateurs, du solaire, c'est du pétrole. Donc, on en a fini avec ce 6e train de sanctions. Déjà, vous avez vu ce qu'avait dit Macron, vous avez vu le diagramme, il n'y a pas à en dire plus. Maintenant, il y a un 6e train qui arrive, et je peux vous assurer que celui-là, cet hiver, vous allez comprendre ce que ça va être morflé, le mot morflé. Ensuite, on nous vend, oui, de toute façon, les Américains, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela, etc. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. On a un bonhomme, on en a pris un au hasard. Ouais, Richard Black. Ça, il y a un petit CV, lui, là, c'est un ancien colonel des marines américains.
ancien chef du service pénal du Pentagone, je me suis trompé, et un ancien sénateur républicain d'État de Virginie. Lui, il a des choses à dire. Voilà. Puis, Ça va je nous pense qu'il est éviter. à prendre au sérieux. Donc, parce que moi, je trouve que dans la série Nos chers amis américains, finalement, j'ai été vachement sympa avec les Américains. Mm-hmm. Alors, laissons les Américains parler d'eux-mêmes et un des plus grands héros de la guerre du Vietnam aussi. Allons-y avec lui, en espérant qu'il ne sautille pas. Mais s'il vous plaît. si on regarde la façon dont cela s'est déroulé, le président Poutine a fait un effort désespéré pour arrêter la marche vers la guerre. En décembre 2021, il est allé jusqu'à mettre des propositions écrites ad hoc sur la table de l'OTAN, des propositions de paix pour désamorcer ce qui se préparait. Car à ce moment-là, l'Ukraine rassemblait des troupes pour attaquer le Donbass. Et donc, il essayait d'éviter cela. Il ne voulait pas de guerre. Et l'OTAN l'a purement et simplement ignoré, l'a rejeté et a dit que c'était irrecevable, n'a jamais entamé de négociations sérieuses. À ce moment-là, Poutine, voyant que des Ukrainiens armés avec des armes pour tuer les troupes russes étaient littéralement à leurs frontières, a décidé qu'il devait frapper le premier. Aujourd'hui, on peut voir qu'il ne s'agissait pas d'une attaque planifiée. Ce n'était pas comme l'attaque d'Hitler en Pologne, où la règle standard était qu'on devait toujours avoir un avantage de 3 contre 1 lorsqu'on est l'attaquant. On doit rassembler 3 fois plus de chars, d'artillerie, d'avions et d'hommes que l'autre partie. En fait, quand la Russie est entrée en guerre, elle y est allée avec ce qu'elle avait, ce qu'elle pouvait bricoler dans un court délai. Ils étaient dépassés en nombre par les forces ukrainiennes. Les forces ukrainiennes avaient environ 250 000 hommes. Les Russes en avaient peut-être 160 000. Donc, au lieu d'avoir 3 fois plus de troupes, ils en avaient en fait moins de troupes que les Ukrainiens. Mais ils ont été forcés d'attaquer pour essayer de devancer la bataille qui se profilait, où les Ukrainiens avaient massé leurs propres forces contre le Donbass. Donc, ça... semblerait-il que c'est ça, là, Poutine a tout fait pour tenter d'empêcher, puis BFM nous mentirait. LCI nous mentirait, c'est pas possible. Impossible. Complètement impossible. C'est pas croyable. Alors après, bon, vous avez la rhétorique aussi. Ouais, mais les Russes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ben, vous l'avez l'explication. Mais jusqu'au dernier moment, ils la voulaient pas, les Russes, la guerre. Ils la voulaient pas. Et là, vous ne pouvez pas accuser le bistrot de l'Apocalypse. C'est. Hein, alors, la vidéo sera en descriptif complète en bas. Oui, tout à fait. Hein, ceux qui voudront, ils pourront la prendre en entier parce qu'alors là. 1h15 de bombe atomique. Là. Mais là, on a fait un petit condensé. Là, mais... Voilà. Donc, je ne sais pas parce que je ne vois pas le chat, hein, moi. Donc, s'il y en a un qui veut nous expliquer la guerre là-bas, comment ça s'est passé, peut-être qu'il est mieux informé que ce monsieur-là. Peut-être. C'est possible, je ne sais pas. Mais bon, cette version-là explique peut-être un peu mieux le déroulement actuel de cette bataille que les gens, on vous dit, les Russes, ils n'y arrivent pas. Ils sont partis 1 contre 3. C'est pas la taille normale, ça. C'est pas du tout normal. C'est bien la preuve que, en fait, il n'y a pas eu de préparation à la guerre et que les Américains, quand ils nous prévenaient que les Russes allaient attaquer, c'est parce qu'ils les ont obligés à attaquer parce que jusqu'au dernier moment, Poutine, il a dit, on ne peut pas essayer de l'éviter. Non, bon, ok, on y va. Et là, il a dit, ok, on va y aller. Ce qui veut dire qu'on l'a acculé, et maintenant, je ne sais pas comment on va l'arrêter parce que ce n'est pas que Poutine, la propagande occidentale, c'est tout le casting. Comme chez nous, c'est tout le casting qui veut aller à la guerre. Et bien, eux, maintenant, les Russes, ils veulent aussi. Ils ont dit, OK, on va la faire aussi. On va voir un petit peu un échange de matériel, qu'est-ce qui marche le mieux, etc. Et là, c'est parti. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Mais de toute façon, ah ouais, il y en a un qui dit les Chinois et les Russes se préparent depuis des années à la guerre qui vient. Il suffit de suivre. Il a tout à fait raison, ce garçon. D'ailleurs, on va continuer puisque on va entendre ce général qui, lui, va nous expliquer tout ce qu'ils ont fait comme ça, mais juste pour rire comme ça, qui aurait pu pousser les autres à se préparer parce que, en fait, soi-disant, on nous vend le camp du bien et le camp du mal. Donc, écoutons un petit peu ce général américain. Il va nous parler un petit peu des différentes joyeusetés actuelles qui ont été faites dans le monde par nos chers amis américains. Allez, barman. L'altruisme. Let's go. Envoyez-nous l'altruisme.
L'une des choses que nous avons faites en nous alliant à Al-Qaïda et par intermittence avec ISIS, je veux dire, nous avons combattu ISIS de manière très sérieuse, mais en même temps, nous les avons souvent employés pour les utiliser contre le gouvernement syrien. Mais nous avons toujours travaillé avec les terroristes, ils étaient le noyau dur. L'une des politiques suivies était que, sous cette version extrême de l'islam, le wahhabisme, nous avons donc facilité le mouvement des terroristes islamiques de 100 pays. Et ils sont venus rejoindre l'ISIS, Al-Qaïda, l'armée syrienne libre, tous ces groupes différents. Et l'une des choses qu'ils savaient en arrivant, c'est qu'ils étaient légalement autorisés à assassiner les maris. Je ne parle pas des militaires, je parle des civils. Ils pouvaient assassiner les maris, ils pouvaient les tuer, et ensuite ils pouvaient posséder leurs femmes et leurs enfants. Ils le faisaient en grand nombre. Il y a donc eu une campagne de viol organisée dans toute la Syrie, et il y a eu des marchés d'esclaves dans certaines de ces zones rebelles où il y avait des listes de prix pour les différentes femmes. Et il est intéressant de noter que les prix les plus élevés allaient aux plus jeunes enfants, car il y avait un grand nombre de pédophiles. Et les pédophiles voulaient posséder de petits-enfants, car selon les lois appliquées, ils étaient autorisés à violer ces enfants à plusieurs reprises. Ils pouvaient violer les veuves des soldats tués ou des civils tués, les posséder, les acheter et les vendre entre eux. Heureusement que maintenant, il y a l'enseignement à l'école sexuelle pour les enfants pour qu'ils puissent reconnaître les personnes qui pourraient les violer. Heureusement. Je suis pas trop sûr. Bon, de toute façon, là, on est dans l'horreur de l'horreur. C'est-à-dire que on sait très bien que les Américains donc, ont laissé ce marché de viol, d'esclaves et de pédophilie et l'a protéger. Alors, en même temps, comme on ne voulait pas perdre de temps, on ne vous a pas refait la Yougoslavie, savoir ce qui s'est passé, parce que là, c'est trop long. Mais il me semble quand même que si on a une bonne mémoire, on est censuré actuellement. Si on emploie le terme vaccin ou quoi, Facebook, attention, hein, c'est Facebook, YouTube. Bon, on va peut-être sauter d'ailleurs, je ne sais pas. Donc si on saute, on ira sur Odyssée, c'est pas grave. Mais Daesh a mis en vente ses esclaves sexuels sur Facebook. Ça n'a pas trop choqué Zuckerberg, il semblerait. Hein. Voilà. Non, il est trop occupé avec sa réalité virtuelle, je pense. Ouais. Zuckerberg, ça, lui, il n'a rien vu là. On a vendu des femmes dont on a assassiné le mari. On a vendu comme esclaves des femmes dont on a assassiné le mari et on a vendu leurs enfants à des pédophiles. Alors, moi, je veux bien maintenant qu'on me dise le contraire. Voilà ce qu'on a fait parce qu'on est complice. Hein. Faut pas rêver. Hein. Fabius, je crois, il a dit les terroristes font du bon travail en Syrie. Ils font du bon travail en Syrie. Il y a longtemps qu'on a oublié la honte, c'est pour ça qu'on finira la vidéo comme ça, pour rappeler ce que c'est la honte. Et donc, si on voit ce qui se passe, on peut se dire, mais comment on peut avoir autant d'abrutis qui croient à des fables, si ce sont des fables? Mais pourquoi tous ces gens-là, les zombies gornos, on est obligé de regarder l'actualité télévisée pour savoir de quoi on nous parle aujourd'hui? Le zombie gorno, le médian du bigorneau, hein, quand même, il y a le bigorneau maintenant. Et pourquoi? Mais comment il peut être lobotomisé comme ça? Eh bien, je crois que ce brave général va nous dire pourquoi. C'est plus simple. Allons-y. Mais partout, on voit cette approche machiavélique où nous utilisons une force et une violence illimitées. Et en même temps, nous contrôlons les médias mondiaux au point d'effacer toute discussion sur ce qui se passe réellement. Donc, pour l'homme ou la femme de la rue, il pense que tout va bien, tout est fait pour des raisons altruistes, mais ce n'est pas le cas. Donc, il dit qu'il contrôle les médias. Là. C'est pas possible. Ben non. Il contrôlerait les médias, ah ben ça alors. Mais c'est pas grave, ils se sont réunis à un moment donné pour mettre en place le Tititainment et personne n'est étonné d'avoir des gens qui sont empoisonnés par la bouffe et lobotomisés du cerveau par la propagande. Et qu'elle soit des deux côtés, parce qu'en Russie aussi, ils font de la propagande, il ne faut pas rêver. Les Russes, ils ont leur propagande, les Occidentaux, ils ont la leur. Donc, je veux dire, le mieux, c'est de ne pas avoir la télé, ça évite de dire des bêtises. C'est ce qu'on voulait dire aux gens. Voilà, c'est ce brave général qui vous dit, écoutez, c'est pas grave, dites ce que vous voulez, c'est nous qui vous l'avons mis dans le cerveau. Bon, on pourrait dire quand même que ces gens-là, quand même, ne s'attaqueraient pas
parce qu'on nous sert, on va vous servir dans pas longtemps que Poutine affame le monde, je crois. Hein. Dans pas longtemps, vous allez voir la bataille d'Odessa et puis cet Ça, c'est hiver. une primeur, là. C'est une primeur. Là. Ouais. Une prédiction. C'est une prédiction. Il va falloir partir en guerre pour sauver l'humanité de la faim. Ce que ne feraient pas les Américains d'ailleurs. Allez, barman, envoyez ces mâts tournés. Beaucoup de soldats russes vont mourir inutilement. Ce sont des gamins, vous savez, les enfants partent à la guerre. Je suis parti à la guerre quand j'étais gamin. Vous pensez que votre pays, bien ou mal, tout ce qu'il fait, c'est bien. Ça me brise le cœur. Quand je regarde les visages de jeunes garçons russes qui ont été abattus dans certains cas de manière très criminelle par les forces ukrainiennes, et de même, je vois des jeunes hommes ukrainiens qui sont massacrés sur le champ de bataille. Nous en moquons. Les États-Unis et l'OTAN, nous ne nous soucions pas de savoir combien d'Ukrainiens meurent. Pas les civils, pas les femmes, pas les enfants, pas les soldats. On s'en fiche. C'est devenu un grand match de football. Nous avons notre équipe, ils ont leur équipe, on veut marquer le plus grand nombre de points et les faire monter en D1. Et on se fiche de savoir combien de nos joueurs seront estropiés sur le terrain du moment qu'on gagne. Bon. Oh ben, ça alors. Ah, ben. C'est drôle parce qu'on parlait la semaine passée justement sur un terrain de soccer, que tout le monde se frappait, là, puis se faisait voler leurs billets. Là. Ouais, là, on vous a pas fait le spécial Bigorneau du mois, qui est Darmanin, qui a essayé de nous vendre les hooligans, alors que c'est tout simplement des bandes armées qui sont à Paris. Avec des machettes. Avec des machettes et tout. Et ça, je vous signale, pour l'instant, on n'a pas encore faim hein, en France. Mais quand on aura faim, à mon avis, ils n'iront pas spécialement faire leurs emplettes au Stade de France avec des Anglais, se piller des Anglais. Ils ouvriront les portes et ils viendront manger chez vous. Éventuellement, ils mangeront, ils feront peut-être autre chose, hein, parce que ce qu'ils ont vu dans le monde, c'est pas très beau. Hein. Ce que vous dit ce général américain, c'est pas du top. Donc, oui, le bigorneau du mois, c'est Darmanin. On l'a raté, mais tout le monde, j'espère, ceux qui ont encore un cerveau, ont compris ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la police n'en a plus rien à foutre des bandes armées qui attaquent les citoyens, tout simplement. Voilà, ils en ont plus rien à foutre. Et ils sont de toute façon comme nos chers amis américains, qui eux, on en strictement rien à foutre des morts. Là, ils font une guerre avec le sang ukrainien et l'argent de l'Europe. Bon, à quel moment, dans combien de temps ils vont décider qu'il faut aussi du sang des Européens et combien il y aura d'imbéciles qui seront volontaires pour aller se battre au nom de la liberté, des droits de l'homme et de la démocratie. Je ne sais pas, il y en aura. Et puis les gens se foutront sur la figure entre eux dans la rue, parce qu'il y en a qui seront pour Poutine, puis il y en a qui seront pour Mélenchon, d'autres qui seront pour Le Pen, d'autres qui seront pour Macron. C'est pareil. C'est de toute façon, tous ces gens-là n'ont d'autre but que d'être les Gauleiters de Sodome, donc avec tous les vices qu'on trimballe. C'est tout. Ils ne sont pas là pour remettre en place un système juste, équitable et chrétien. Il faut rêver, il faut arrêter la mascarade. Là. C'est terminé, là, on rentre dans le dur. Et il ne faut surtout pas être dans un camp ou dans un autre. C'est surtout ça que je veux dire. Il faut complètement... il faut sortir ne regardez pas la télé. Si vous avez un cerveau de bigorneau, ne regardez pas la télé. C'est toxique, quoi. Hein. C'est hautement toxique. Okay. Voilà, mais si on pense que les Américains sont des gentils garçons et que, bon, s'il faut affamer tout un pays, bon, on peut le faire. Regardez ce qu'on a fait au Liban, nos chers amis américains, ce qu'ils ont fait au Liban. Barman, envoie-nous une petite tournée au Liban. L'une des dernières choses que nous avons faites, et les preuves sont vagues à ce sujet, mais il y a eu une mystérieuse explosion dans le port du Liban. Et c'était une explosion massive d'un navire chargé d'engrais au nitrate d'ammonium. Elle a tué des centaines de Libanais, elle a blessé des milliers et des milliers de personnes, détruit l'économie du Liban. Et plus important encore, elle a détruit le système bancaire du Liban, qui était l'une des rares lignes de vie restantes vers la Syrie. Je ne pense pas que cette explosion fut accidentelle. Je pense qu'elle a été orchestrée. Et je soupçonne que la CIA savait qui était le responsable de cette action pour détruire le port de Beyrouth. Voyons.
Oh, ça là, on l'avait jamais entendu, moi. L'histoire du port de Beyrouth, on nous avait vendu un stock de nitrate oublié. Ah ben ça alors, c'est bizarre, un mec qui a des liens si étroits avec la CIA qui nous dit ça comme ça. C'est sur un ton affirmatif. Bon, mais vous savez, les Américains, demain, peut-être qu'ils vont nous envoyer se battre pour Odessa, Beyrouth, Odessa, et puis peut-être pour une destination pas très très bonne, parce que la bataille d'Odessa, elle aura lieu de toute façon, puisque c'est à cet endroit-là que nos chers amis anglo-bourricains vont essayer d'expliquer au monde entier qu'ils veulent sauver le monde de la famine. Bien sûr. Je rappelle pour ceux qui ont la mémoire courte que quand Goldman Sachs a sorti des produits dérivés sur la nourriture, hein, les céréales, etc., la spéculation, on le sait, ça fait quelques centaines de milliers d'enfants morts dans le monde de faim, mais ça choque pas. C'est juste un. C'est un trad, hein, voilà. Donc, mais bon, quelque part, on a peut-être également là aussi une petite responsabilité, mais là on parle de la Troisième Guerre mondiale quand même. On parle de la Troisième Guerre mondiale qui peut éclater à tout moment et quand même contre un pays qui a les seules réserves correctes de blé pour l'année qui vient. On le sait déjà. Et déjà, on sait très bien qu'ils ne nous vendront pas un grain de blé. Hein. Alors, vaut mieux qu'on rate pas la nôtre. Hein. Parce que là, je ne sais pas qui va avoir faim. Moi, je me dis simplement, depuis le temps que j'entends les Occidentaux dire une bonne guerre et ça repart, on est trop sur Terre. Moi, personnellement, j'ai une petite intuition. Je pense que si c'est le bon Dieu qui décide in fine qui est de trop sur Terre, eh ben, il faut regarder dans quel état on a mis les mers, dans quel état on a détruit les terres agricoles, de quelle manière on a détruit les rivières, de quelle manière, pour avoir ce niveau de vie indécent, cette arrogance indécente qui nous permet quand même depuis plus d'un siècle d'exploiter l'humanité. Si l'Occident avait voulu le bien dans le monde, je ne le répéterai pas, on jette 1000 milliards en publicité par an et il faut, pour sauver un gamin, il faut 50 €. C'est tout, c'est pas plus, c'est 50 € pour sauver une vie d'un enfant. Et là, on va nous expliquer le contrat de Kylian Mbappé ou Wimbledon, ou enfin Roland Garros en ce moment, je n'ai pas la télé. Enfin, voilà quoi. Des milliards de milliards, le golf, l'automobile, la Coupe du Monde. Non, mais les gars, s'il y a quelqu'un de trop sur Terre, à mon avis, le bon Dieu, il va décider que ce sont ceux qui vont aller voir un match de la Coupe du Monde au Qatar dans un stade climatisé. Moi, je pense que c'est peut-être pas la bonne place là. On n'est pas dans les élus du bon Dieu là. On est plutôt dans le bigorneau qu'on va tremper dans l'eau bouillante avec un petit courbouillon de poivre, d'herbe de Provence, de laurier. C'est comme ça qu'on mange le bigorneau ou la cagouille. C'est ce petit bruit qui fait tout. Moi, personnellement, ça m'inquiète un peu d'être pour un camp ou pour l'autre. Pour le camp de ceux qui, de toute façon, si on prend les prophéties, bah oui, les Russes, on va les prendre sur la gueule. Hein. Je suis désolé. Ça viendra, ça mettra le temps. On n'est pas pressé, personnellement. Et puis, je crois que il reste une vidéo sur ce général encore qui nous dit. Il va démontrer, encore une fois, l'altruisme, qu'est-ce qu'il prévoyait pour une peuplade étrangère à nous, car nous, on ne subira pas ça jamais. Jamais, mais non, mais ça, ils l'ont fait à d'autres. Hein, donc, à d'autres, mais c'est pas grave. Les autres, c'est pas grave. Mais à nous, ils le feront pas. Enfin, pour ceux qui ont un petit peu la mémoire courte, je rappelle que le pacte du Quincy avec les Wahhabites, ça date de 1945 quand même. Hein.
Voilà. Bon, après, on ne fera pas un cours d'économie sur les crises financières, les crises pétrolières, etc. Mais chaque fois, ce sont des joyeusetés qui nous ont été offertes par nos chers amis américains. Et la dernière, actuellement, sur le carburant, c'est pareil. C'est tout à fait altruiste que bien avant que les Russes finissent le gazoduc vers l'Allemagne, ils ont dit il ne tournera jamais ce gazoduc. C'est quand même bizarre. Et puis, c'est quand même bizarre que leur pétrole de merde, qu'on appelle le pétrole de schiste, hein, si soi-disant on veut sauver la planète, je ne veux pas dire gaz de schiste, pétrole de schiste, hein, mais comme par hasard, si on ne prend pas le pétrole à Poutine, ben on va le prendre aux Américains. Et les Américains, vous savez, tant qu'il ne fait pas minimum 80 $, c'est un peu compliqué pour aller le chercher, alors que le prix d'extraction, par exemple, pour les Saoudiens, c'est 7 € le baril, le prix d'extraction. Les Américains, c'est, on va dire, 70. Comme ça, vous comprendrez pourquoi il faut une crise. Il faut une crise aussi pour sauver le pétrodollar. Mais là, il semble que de ce côté-là, Poutine a tiré une bien meilleure cartouche avec son affaire de rouble or. Donc, je rappelle aux gens, ne vous fiez pas du tout à la mascarade des cours de l'or et de l'argent. In fine, il y aura un crack monétaire, et ils vont le faire à la vitesse qu'il faudra pour nous imposer un QR code. Mais ça, c'est la version apocalypse, peut-être je reprendrai ça plus tard. Mais de toute façon, si on regarde le chef d'orchestre, lui, le chef d'orchestre, Saint-Jean, il a simplifié ça simplement. Hein. Nul ne pourra acheter ni ne vendre qui ne porte une marque, un QR code. Je crois qu'il a écrit QR code en araméen ancien, ouais. C'est tout ce qu'il avait écrit. Parce qu'on va se battre sur les. Donc, bon, un crack monétaire, on n'a plus de compte en banque, on n'a plus d'argent. Alors, ils vont nous proposer le crypto-mondo, avec un compte en banque en crypto-mondo, mais accessible uniquement à travers un QR code. C'est certainement ce qui va nous arriver dans l'année d'octobre à octobre qui arrive. Donc, on a fait le tour. On envoie. On écoute on va écouter ce qu'il nous prépare. Là. Ce qu'il dit. On va l'écouter. On va écouter ce qu'il a déjà fait ailleurs déjà. On va un petit peu alléger l'atmosphère. L'importance de prendre cette partie de la Syrie était qu'elle est le grenier à blé de tout le peuple syrien. La Syrie avait en fait un important excédent de blé, et le peuple était très bien nourri en Syrie avant la guerre. Nous voulions enlever ce blé pour provoquer la famine du peuple syrien. L'autre chose que nous avons pu faire, c'est saisir la majeure partie des champs de pétrole et de gaz naturels. Ceci était également produit dans la partie nord, au-delà de l'Euphrate. L'idée était qu'en volant le pétrole et le gaz, nous pourrions arrêter le système de transport et en même temps, pendant les hivers syriens, nous pourrions faire mourir de froid la population civile syrienne qui, dans de nombreux cas, vivait dans des décombres, là où ces armées terroristes, avec des divisions mécanisées, avaient attaqué et totalement détruit ces villes, laissant les gens vivre dans de petites poches de décombres. Nous voulions affamer et geler à mort le peuple syrien, tel était le plan B. Ah, mais c'est vraiment gentil, ça. Heureusement que c'est pas pour nous. Surtout au Québec, là. Il fait chaud. Non. Faut se rassurer. C'est nous, les Français, tout ça. Ils nous font pas ça, les Américains. C'est vraiment des gens altruistes, etc. Ils sont là pour libérer les peuples. Enfin, histoire de les affamer avant, ça les gêne pas. On a vu comment ils ont libéré l'Irak, on a vu comment ils ont libéré la Yougoslavie, et bien d'autres libérations et révolutions colorées, puisque libération armée ou révolution colorée, bon, il faut être hypocrite pour ne pas savoir d'où ça vient quand même. Parce qu'en fait, il faut quand même dire une chose, quand on dit les Américains ou les Russes, non, c'était deux mafias, quoi. Bon alors, c'est plusieurs mafias aux États-Unis, la mafia de l'armement, la mafia du pétrole, la mafia de l'agro-business, c'est pas compliqué. Voilà, c'est comme disait Kissinger et que j'ai fait la crise selon Denisto, ma première vidéo. Je dis écoutez, si vous voulez comprendre, c'est pas très compliqué. Kissinger voulait expliquer. Qui contrôle la nourriture contrôle les populations. Qui contrôle l'énergie contrôle les nations. Qui contrôle la monnaie contrôle le monde. Ben, ça n'a pas varié d'un iota, c'est juste les moyens qui diffèrent selon les époques. Un coup, c'est une bombe atomique, un coup, c'est ce qu'ont les circonstances. Mais, vous savez, à Yalta,
ils se sont entendus sur des choses un peu bizarres avec Staline, parce que je crois me souvenir que les Russes, ils ont récupéré, c'est les seuls qui ont récupéré des territoires suite à la chute de l'Empire du Japon, alors qu'ils n'ont pas tiré un coup de fusil contre le Japon. C'est curieux, il y a dû avoir un petit business entre eux, comme quoi, vous savez, ce sont des voyous qui, de moments, s'entendent et des moments ne s'entendent pas, c'est tout. C'est pas autre chose, c'est un monde de voyous. Donc, voilà, ça, c'est le côté un petit peu difficile, je veux dire, mais que après, chacun pourra méditer. Il y a quelqu'un qui nous demande le nom du général, j'ai vu à 14h25, là, comment il s'appelle déjà? C'est le général, quoi. Redonne le CV du général. Oh, le Richard Black. Ouais, Richard Black, l'ancien colonel des marines américains, là, du service pénal. De toute façon, toute son intervention, on va vous le mettre en dessous, toute l'intervention. Ouais. On n'a pas pu commenter tout, c'était beaucoup trop long. Et puis de toute façon, comme de toute façon on arrive proche des vacances et que bon, il va falloir profiter une dernière fois, donc on sait très bien ce qui va se passer. Et en fait, pour finir dans la gaieté et la bonne humeur, le bistrot du complot, tu vois, il va finir plus vite que d'habitude, tu vois. Ouais, c'est ça. On va finir avec presque de l'humour. On va finir avec de l'humour. On peut qualifier ça d'humoristique, là, mais dans notre monde d'aujourd'hui, c'est considéré comme de l'humour parce que des tragédies, il y a une graduation. C'est aussi pire l'une que l'autre, mais c'est parce que moi, personnellement, c'est la variole du singe, là, cette nouveauté. Là. Attention. Le zombie, on avait le zombie. Oh, c'est vrai, la mutation, un nouveau variant. Le nouveau variant. Le nouveau variant. Je ne sais plus, c'est notre barman qui avait trouvé, qui a regardé au microscope, qui avait mis un nom, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'était le pédobigorneau. Le pédobigorneau, qui a provoqué une épidémie que Bill Gates avait prévue. Ouais. Allez, envoie-nous. Tu l'as la vidéo du professeur? Mais avant, on va parler, oui, on l'a. Mais avant, on va y aller avec un petit passage de Jack Lang là, dans le pédobigorneau, parce que le barman, c'est ça qui vient de me servir. Là. Puis de toute façon, c'est lié avec l'autre. Donc, on va commencer avec lui. C'est-à-dire, c'est le lien entre l'épidémie qui arrive et les mœurs de nos chers amis américains et de toute la bande, Fabius compris, qui dit que les terroristes font du bon boulot, mais il ne faut peut-être pas oublier un petit peu ceux qui nous gouvernent. Alors, allez, envoyez la vidéo, c'est la tournée. Allons-y. Ça va être joyeux. Qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous, à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Il est violent, lui. Il veut... Moi, je crois savoir qu'il n'y a pas entendu parler de plainte. Il est mort, hein, Roger Hollande. Ah. Je crois que on peut dire qu'il s'est sacrifié pour son pays. Si quelqu'un avait l'amour de la France, c'était bien Roger Hollande et bien d'autres encore. Donc, c'était pour rappeler quand même que ces mœurs bizarres que les Américains ont propagées, on va dire, c'est les mêmes en Occident, chez nous, on est l'Occident. Voilà, mais je crois que la famine qui arrive, la guerre qui arrive, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Hein. Nous, on risque rien. Ben non. Non. On n'a pas de péché à se reprocher. Hein.
Non, Non. non, non, non. Nous, on est impeccable, on est nickel chrome. Voilà, il faut continuer à détruire la planète pour qu'on puisse continuer à nourrir notre graisse, quoi, bien chauffée et ou climatiser l'été. Ouais, bien sûr. Alors, comme on va arriver à l'été et que c'est la fête quand même, Ouais. on en arrive quand même à cette étrange épidémie. Mais je crois qu'on a le professeur Perrol qui va nous en parler là. Oui, C'est on va marrant, l'écouter. parce qu'il nous explique comment on l'attrape. Alors là, Ouais. c'est très important. Mais comment on peut attraper une épidémie prévue déjà par Bill Gates qui nous a déjà préparé le vaccin? Et on a déjà un président en ce moment qui arrive, ils ont des masques. Les gars, je ne veux pas vous dire, mais à votre place, vous savez, quand ça va fumer, parce qu'actuellement, la rhétorique sur l'actualité télévisée, il nous explique tous les jours comment s'habituer à se passer de tout et éventuellement même à vous montrer que maintenant les restes des cantines, et croyez-moi, c'est pas de la bonne bouffe, hein, parce qu'à 3,50 €, comme pour les vieux dans les EHPAD, hein, je peux vous dire que avec la crise qui avance, pour l'instant, les cantines, elles ont baissé la qualité. Mais ils sont rendus en bas. Hein. C'est en bas. Alors l'année prochaine, peut-être que les parents pourront payer plus cher pourront peut-être payer plus cher pour nourrir leurs gosses, peut-être, je ne sais pas. Mais il ne faut pas oublier que l'inflation, c'est ce qu'on appelle l'impôt injuste. Il frappe les pauvres, il ne frappe pas les riches. Vous savez, le carburant à 10 € même, il y en a, ça ne les gêne pas, hein, pas de problème. La baguette de pain, comme ils vont nous dire, regardez, Leclerc, il vous sort une baguette à 50 centimes. Bon, quand on aura mangé 5, tu auras toujours faim. Hein. C'est de la merde. Hein. Enfin, c'est pas grave. On ne va pas expliquer aux gens ce que c'est le blé, qu'est-ce que c'est tout ça, c'est très très compliqué, le pain, tout ça. Bon, bref, donnez-nous notre pain quotidien. Donc, Ouais. nous les chrétiens, on demande à Dieu notre pain quotidien et nos chers amis démocrates nous expliquent comment s'en passer ou alors en acheter qui est plus du pain. Mais jusqu'où on va pouvoir descendre dans cette crise de l'inflation? Parce que là, pour l'instant, on n'a pas encore le choc inflationniste de la guerre d'Ukraine, la conséquence des boycotts, et on lance déjà un nouveau train de sanctions. À mon avis, il va falloir, mais si en plus, il va falloir rester enfermé et le ventre vide, je dirais aux gens, vous devriez vous rappeler des images en Chine de ces gens qui criaient à la fenêtre qu'ils avaient faim. Parce que demain, peut-être c'est dommage, tu vois, Pierre, tu n'as pas remis le prix d'un appartement parisien. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est une petite délectation absolument merveilleuse. Voilà. Ça va finir bientôt, là, cette folie. Là. Le concret va revenir. Là. C'est 600 000 €, un appartement de combien de mètres 70 mètres carrés à Paris, 700 000 €. Voilà. Bon. Et les mecs, ils vous disent qu'ils ne veulent pas partir de Paris parce que. Parce que c'est le fun, des sports, les clubs de soccer à portée de la main. C'est parce que dans Sodome, il y a une bonne messe en latin avec un bon prêtre. Et que toi, tu vas avec un foulard cacharel sur la tête en disant Seigneur, ayez pitié de moi. Ouais, là, tu risques rien. Là, dans Paris, tu vas voir, quand tu vas arriver devant Saint-Pierre, il va te dire qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit je sais pas, j'ai reçu un machin sur la tête, ça s'appelait Satan. Ah oui. Ouais, il dira, écoutez, donc vous avez eu un problème avec Satan. Ah ça c'est bizarre. Quand on invite à Sodome à avoir un problème avec Satan, franchement, moi je me rappelle, Lot il s'est barré. Hein. Quand l'ange il est venu lui dire, il va t'en tomber une sur la tête, ne te retourne même pas. Nous avons nos chers amis parisiens qui nous expliquent que bon, effectivement, s'ils vendent la maison, ils ne savent pas quoi faire. Enfin, vends ta boutique à 700 000 € et puis casse-toi vite. Et casse-toi vite. Ah, crois-moi, tu vas trouver mieux n'importe où. N'importe où. Mais bon, après. Quand même trouver un château en Vendée à ce prix-là, littéralement. Ouais. Je leur trouve un château, ouais. Alors bon, juste pour rappeler que ceux qui ont envie, j'ai un logis aussi, qui veulent venir voir la Vendée, voir s'il y a quelque chose à acheter. Je
peux leur expliquer. Enfin, ceux qui veulent pas, ceux qui ont envie de faire un tour en Vendée, ils peuvent appeler toujours, pour quelque raison que ce soit. On les aidera à quitter Paris, peut-être, si on peut. Mais le plus dur, c'est dans la tête qu'il faut le quitter, Sodome. C'est dans la tête qu'il faut quitter Sodome. Après, tous les arguments que j'entends ne sont pas recevables. Ça. Après, bon, bref, c'est une autre histoire. Mais s'il y a cet hiver un confinement avec les questions d'inflation, croyez-moi, ça va être très dur. Très, très dur cet hiver. Mais en attendant, on sait très bien que le nouveau variant, risque fortement d'avoir une recrudescence du côté du Cap d'Agde par là-bas. Je pense que là, ils vont trouver pas mal de cas. Envoie-nous, Péron. On nous sort la variole du singe qui a toujours existé depuis des millénaires, qui est un cousin du virus de la variole humaine, mais qui est très peu transmissible à l'homme. Et quand il y a eu des cas de transmission, la mortalité chez l'homme est très faible. Alors, dans des pays d'Afrique centrale avec des gens très dénutris, affaiblis, il y a eu des mortalités entre 1 et 3%. On a même dit quelquefois 10%, mais ça me paraît exagéré. Mais mortalité faible et surtout, c'était reconnu officiellement que c'est très peu transmissible d'homme à homme. Il faut un contact étroit et prolongé. Un contact étroit et prolongé pour transmettre. Et c'est pour ça qu'il y a eu quelques foyers depuis des décennies dans certaines régions d'Afrique centrale, en Centrafrique, au Nigeria, au Congo. Mais ça a toujours été des foyers assez localisés, qui n'ont pas, touché, pas répandu. pas touché énormément de gens, puis c'était quand même c'est loco-régional. Et puis il suffit d'isoler les gens, puis ça s'arrête parce que c'est peu contagieux. Et là, d'un seul coup, on nous sort des cas du jour au lendemain, parce que moi je partais à l'étranger, j'apprends en arrivant qu'il y a la variole du singe dans le monde, et le même jour, quasiment, il y avait 10 pays différents sur le continent nord-américain, en Europe, dans des pays d'Europe très éloignés, qui le même jour déclaraient leur premier cas de variole du singe. Alors je dis, c'est pas possible parce que ça peut pas se transmettre comme ça, et surtout chez des gens qui n'avaient pas déclaré avoir voyagé précédemment. Et alors, tiens, je dis, c'est quand même bizarre cette histoire. Puis après, je commence à creuser, puis je vois que Bill Gates a investi en 2019 dans un nouveau vaccin pour la variole, qu'il a annoncé publiquement qu'il y aurait une épidémie d'un dérivé de la variole, qu'il y a eu un exercice général international qui a été mené pour préparer le monde à une pandémie de virus dérivé de la variole, et que l'Agence européenne du médicament, à la fin de l'année 2021, a préenregistré un médicament qu'on ne connaît pas, qui sort du chapeau, qui aurait été étudié chez l'animal et qui serait le nouveau médicament miracle pour la variole. Copier-coller. Ah, mais elle est finie parce qu'il y a un autre morceau aussi qui dit que c'est assez amusant. Ah, ben, j'ai raté ça. Encore une boulette, Denis. Ah, la boulette. Encore une fois. Il y a 22 cas en France et bon, ce sont des hommes entre eux qui ont eu Les rapports étroits et prolongés. Prolongés, voilà. Donc, Okay. c'est bon, ça me rappelle l'histoire un petit peu au début de l'arrivée du sida. On en rigolait d'ailleurs, hein, ça nous a fait rire, jusqu'à l'affaire du sang contaminé. Donc, que le professeur Montagnier, le scandale du sang, avait mis en garde les autorités sanitaires françaises à l'époque, c'était en 81, je crois. Et puis que dernièrement, il nous a quitté, le professeur Montagnier, en nous donnant une autre mise en garde. Alors, je dirais, écoutez les gars, je sais pas, mais quand même, quand Bill Gates, et puis en plus, des gens quand même qui, je veux dire, on ne veut pas être accusé d'homophobie, de trucs comme ça, non, mais quand même, vous nous avez joué l'histoire une fois, et puis après, c'était pas que les homosexuels, c'était tout le monde. Hein. Après, ça a été tout le monde, voilà. Et puis après, vous savez, la mutation d'une petite variole en une méchante variole, ça peut arriver. Donc, bah oui, commencer à rechercher les traitements naturels.
Pour la variole, je crois que c'est la Rudbeckia purpurea, entre autres. Enfin, s'il y a des gens qui viennent en stage, je reprendrai mes mémoires et je rechercherai tous les traitements que j'ai cherchés pour toutes les maladies qui pourraient arriver de façon inopportune, quoi. Mais bon, donc, on met aux gens quand même, ayez une petite méfiance, Macron un masque, Bill Gates, variole, ça va vous arriver, on va vous préparer le vaccin, enfin, oui, enfin, faut pas changer une recette qui marche, hein, ça a tellement bien marché, hein, il y a encore combien de gens qui se baladent avec des masques dans la rue, même dans la forêt, j'en ai vu avec des masques dans la forêt avec un masque, le mec. Dans l'eau, sur les plages. Ah ouais, regarde ça. Sur la plage. Bon, donc, c'est pas la question qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas important, à la limite, qu'il y ait quelques personnes qui pensent voir mieux qu'avant. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, depuis tiens, c'est Scooby-Doo qui me casse la porte. Pas des gendarmes? Ah non, c'est pas les gendarmes, c'est Scooby-Doo, là, il n'est pas content, il veut participer à l'émission. OK. Donc, je veux dire, voilà un scénario, un plat, c'est bon réchauffer une fois ou deux, mais là, ça fait quand même beaucoup, quoi. Le plat, il est plus que réchauffé, mais malheureusement, quel que soit son niveau d'éveil, de compréhension, de crainte de la crise, le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui y croient, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Faut bien, dans toute cette vidéo, il faut bien regarder tout ce qu'on vous a mis. On contrôle toute l'information dans le monde. Dans le monde. Ce que vous entendez aujourd'hui au Québec, on l'entend en France. Le convoi pour la liberté, on l'a entendu chanter, nous, à la radio. Même en France, ils ont fait un convoi, bon, ils ont bifurqué. Pas, quoi. Ça n'a pas vraiment pogné, en tout cas. Des bons troqueurs. Il y a un plan, un chef d'orchestre, et il y a des bigorneaux. Voilà. Alors, un coup, ils croient que Trump va sauver la planète. Un autre coup, ils croient que le convoi de la liberté va sauver le cours des événements. Une autre fois, ils mettent un gilet jaune. Ouais. Ouais, mais toi, c'est pour amener le soleil, la joie. Aujourd'hui, c'est la joie. Non, moi, c'est parce que j'ai écouté BFM TV. Ils m'ont dit, là, il faut vous habituer à vivre avec moins cher. Alors, j'ai trouvé ce machin, là, 100% coton, 1,50 €. J'en ai pris 5. J'ai dit, pour aller dans le jardin, c'est nickel, impeccable. Et puis, en plus, après, tu as le vrai bronzage, le bronzage catholique. Ouais. Tu préserves, tu vois, au moins, que quand tu te mets à poil sur la plage, ils croient que tu es en maillot blanc, quoi. Voilà, enfin, non, c'est une bêtise. Non, parce que maintenant, quand on voit les tenues sur la plage, bien souvent, enfin, les tenues, pas au Cap d'Agde, la Cap d'Agde, non, c'est eux qui. Bon, moi, à mon avis, il va y avoir de la variole du bonobo sur le. Ouais. Ouais. Voilà. Attention à la variole du bonobo. Hein. Ouais. Très. Voilà. Trop de prout. Hein. Donc, voilà, donc on souhaite à tout le monde un bon été. Ceux qui ont envie de lire, il y a toujours la bibliothèque de l'Apocalypse à disposition. J'ai eu récemment donc mon ami David de l'agence Involibre avec qui on vous avait sorti tous les dossiers. Donc, on va faire bosser. Le barman, c'est lui, hein, tu te rappelles, qui doit faire les compilations de dossiers pour le bistrot de l'Apocalypse, pour la bibliothèque. Mais vous savez, la question de l'énergie, la question des santé, les moustiques tigres, si vous voulez. On vous a écrit sur tout ça, on vous a expliqué que la mascarade du changement climatique, parce que, bien entendu, on sauve l'humanité, on sauve l'univers. Ils sont partis pour sauver l'univers en mettant des ventilateurs et des panneaux solaires, bien entendu. Enfin, je vous signale quand même que si vous ne voulez pas le pétrole de Poutine, les panneaux solaires et les ventilateurs, ça vient de Chine. Le jour où les Chinois ils ferment le robinet, ils nous ont donné un petit goût, un avant-goût là, parce qu'ils avaient 3 cas positifs à Shanghai, ils voulaient fermer le port. Hein. Bon, eux ils s'en foutent de toute façon, ils sont assis sur 3 000 milliards de dollars. Il faut qu'ils les dépensent avant d'attaquer Taïwan. Hein. Et croyez-moi, quand les Chinois ont décidé de tout acheter,
ils ont une force de frappe. Nous, la France, c'est 3 000 milliards de dettes. C'est 3 000 milliards. Les Chinois, c'est 3 000 milliards de bifetons de côté. Sur le marché international, à mon avis, si on doit se disputer pour du blé, on ne fait pas trop le poids, les gars. Et en plus, copains avec les Russes qui ont la meilleure réserve de blé au monde. Bon, moi, je dirais simplement que je ne suis pas pour les Chinois, surtout pas, non, ni pour les Russes, ni pour les Américains. Moi, je suis quand même pour avoir du blé, du pain et travailler pour le gagner. Bon, de toute façon, du blé, bon, nous, là où on est, on n'en manquera pas. Hein. Pas. On en aura trop, on ne sait pas quoi, de toute façon. Mais on ne pourra plus les donner aux poules. On a tué toutes les poules, hein, les gars. C'est parce que si aujourd'hui on devrait un petit peu s'inquiéter de ce qui pourrait nous arriver, il faut quand même se rappeler que j'avais donné une image, vous ne l'avez pas, on n'a jamais vu autant d'orages de grêle, de zones, de grêle au mois de juin. Bon, là, je crois que c'est avant-hier, il y a 3 000 milliards il y a 3 000 hectares de vignes qui ont sauté en une nuit, ça tombe de tous les côtés, on a tué les poulets, on a eu quelques petits problèmes de gel au printemps, on a actuellement des problèmes de pollinisation. En fait, quand on vit près de la nature, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, les abeilles, tout ça, on dit, ouh là là, ça ne va pas, on regarde la terre, les vers. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, comme si Bossuet avait raison quand il disait quand l'homme se révolte contre Dieu, la nature prend le parti de Dieu pour punir l'homme. C'est marrant, comme des fois l'actualité nous rappelle des vieilles sagesses, donc vous devriez faire tout le compte de toutes les péripéties qui nous arrivent sur la récolte de cette année, et il y en a de nombreuses. Et puis, surveillez bien. Il n'y en a plus pour longtemps. Hein. Dans un mois et demi, tout sera terminé, le blé sera battu. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous verrez ceux qui nous disaient hier qu'il n'y aura pas de problème de blé, nous dire ouais, là, il va y avoir un problème. Parce que nos réserves de blé, ben là, il va y avoir un problème, les gars. Mais ce n'est pas grave, hein, vous achèterez les pâtes à 5 ou 10 euros le kilo. Quand vous gagnez 8,50 € de l'heure, ça va faire cher le kilo de pâtes. Hein. Et puis quand on sera obligé d'aller travailler en vélo, c'est sûr que quand on habite dans une ville avec un transport en commun, mais le problème, c'est qu'à la campagne, on ne pourra pas aller à l'usine fabriquer des pizzas à 8,50 € de l'heure. On ne pourra pas. On ne pourra pas payer le carburant parce que nous, on n'a pas le métro à la porte, là. Mais c'est ces gens-là qui ont besoin de faire beaucoup de kilomètres, à qui on demande de continuer. Mais en même temps, vous ne trouvez pas étonnant l'actualité qui vous disent qu'il y a plein de postes qui ne sont pas pourvus? Vous savez, tu ne peux pas aller travailler à 50 km de chez toi à 8,50 € de l'heure avec un carburant à 2 €. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Et si on rajoute à ça, alors ils essayent de calculer, de dire aux gens à peu près ce que l'inflation leur coûte. Alors ils ont dit à un moment donné 225 € par personne par an. Après ils ont dit dans une famille c'est 1 000 €. Enfin dans tous les cas de figure en France, le SMIC c'est 1 200 €. J'avais écrit, je pourrais ressortir tous les textes que j'ai écrits dès le départ de la Corona Circus là. J'ai dit, vous savez, à la sortie, ils vont vous faire des cadeaux, vous allez voir, on a quand même dépensé 650 milliards, on a fait un trou de 650 milliards pour le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, vous allez savoir le prix du quoi qu'il en coûte. Et c'est quand Macron, il vous dit quoi qu'il en coûte, c'est pas son argent, hein, vous inquiétez pas. Il va venir vous le rechercher dans les poches, et comment il va vous le rechercher dans les poches? Eh bien, tout simplement, c'est que ce que vous aviez comme pouvoir d'achat en 2021 a été réduit de 10% en 2022. Alors, les quelques centimes sur la fiche de paye, ça ne remplit pas le réservoir de carburant. Alors, vous pourrez partir en vacances à crédit, etc. Mais faites attention, la rentrée sera chaude. Et comme en France, on a la mémoire très très courte, et ce n'est pas De Gaulle qui disait ça, je crois que c'est Pétain. Mais bon, je ne suis pas pétainiste, donc je m'en fous. Et
Donc, si je suis mon raisonnement, parce que là, je suis parti un peu, ça fait quand même, faut savoir quand même à quel moment la France a... Bon, De Gaulle était une crapule, mais bon, une bonne crapule. Derrière Pompidou, bon, c'était l'homme des Rothschild, il s'est occupé, quand il est arrivé, il n'y avait pas de dette dans le pays, il s'est occupé de ça. Il y a eu de la dette, on a commencé à faire de la dette. Il y a eu Giscard, bon, mais à partir de Mitterrand, quelle excuse on a de ne pas avoir vu? Quelle excuse on a? Parce que c'est vieux, 81. Eh bien, nous, on va finir le bistrot par quelqu'un qui avait bien vu déjà à l'époque et qui disait à Mitterrand, regardez bien cette vidéo, quand il lui dit une France si belle et si propre. Et là, on voit un soi-disant grand homme, vous savez, il se regarde ses chaussures, il regarde par terre. Il regarde par terre. Alors, on va terminer ce bistrot joyeux et on a tenu nos délais. Eh oui. Tu veux rajouter peut-être quelque chose, Pierre? Non, comme d'habitude, je rajoute rien. Bon. J'ai rien oublié? Non, tout est dit et c'est parfait. C'est incroyable. Dans les temps, puis on va finir avec ça. Là. Maintenant, on va vous offrir mon chef d'État préféré du XXe siècle, le plus grand chef d'État du XXe siècle. Un hommage appuyé à Thomas Sankara, qui dit à Mitterrand, toi, t'es une belle pourriture. Voilà ce qu'il lui dit. Alors, vous l'avez peut-être oublié. Mais Mitterrand, il fait un petit signe ensuite, là, ensuite, comment est-ce qu'il a terminé? Sankara, il faut le rappeler, là, il est mort quelques temps après. Là. Après. Il faut mentionner. Là. Voilà, Thomas Sankara a dit sa vérité à tous les chefs africains. Il leur a dit, si je suis tout seul, je vais mourir. Mais il a encore eu le courage, et avec un regard limpide, de dire une dernière fois la vérité avant de mourir. Alors vous savez, ça fait quand même des années déjà qu'on choisit, parce qu'en démocratie, il y a des gens qui crient victoire. Alors, bon, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, son ami secret, la finance. Enfin, et puis après, bon, en fait, je crois qu'en fait, Macron, non, parce que l'histoire trogneux, c'est pipeau. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, à mon avis, entre Sarkozy et Hollande, il y en a un des deux qui doit être hermaphrodite, parce que le Macron, ils se sont accouplés pour le faire. Hein. C'est la synthèse des deux. Hein. Alors là, ça, j'en suis sûr et certain. Ça va être un secret d'État, mais à mon avis, l'accouplement Sarkozy-Hollande vous a accouché d'un Macron. Variant. Un variant. Le variant au Macron. Voilà. Donc, bonne semaine à tous. Je ne sais pas quand on reviendra. Peut-être on va peut-être avoir... Peut-être qu'on ne reviendra plus. Peut-être on ne reviendra plus. Je ne sais pas. Non, mais le mieux, c'est parce que comme on se fait chaque fois un peu plus d'ennemis, donc en fait, il y a un peu moins de monde. Donc, on va avoir la paix, on va rester dans l'intimité. Ceux qui nous supportent. Bon, vous pouvez nous poser des questions sur Facebook. Oui, on est sur Facebook, on répond, on essaye de répondre à tout le monde, etc. Donc, sur Facebook, il n'y a aucun problème. Et puis, on vous dit à bientôt et hommage à Thomas Sankara. Au revoir. Les tueurs, comme Peter Botta, ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Je suis comme lui. Il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience.
Bon, il y a eu un petit problème technique, Denis. C'est une grande première, mais là, je vais essayer de remettre la vidéo, là, parce que j'ai été éjecté subitement. Là. Alors, on repart ça. On va essayer de repartir. Ah non, mais sinon... à la limite, c'est pas la peine de passer tout ça. Ce qui était le plus important, attends, je te cherche, je sais même pas où tu es là. Où est-ce que tu es là, que tu me parles d'où là? Là, je suis sur StreamYard, mais là, on va arrêter la diffusion parce que là, on est encore là. À la limite, non, mais à la limite, on est en direct toujours? Oui, on est encore en direct parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Là. Mais là, on va dire au revoir. Bah, on va dire au revoir, mais quand même, qu'est-ce que. Quand je vois Mitterrand et quand je vois Thomas Sankara, dites-moi franchement, dans l'au-delà, je préfère être dans la même maison que Thomas Sankara que dans celle de Mitterrand. Parce que moi, là où il est, Mitterrand, j'ai l'impression qu'il doit faire sacrément chaud, quoi. Ça sent le roussi. Ça doit sentir un petit peu le roussi. Donc, oui, on vous quitte. On a fait un bistrot une semaine après l'autre. Donc, c'est un petit peu par rapport à l'événementiel, quoi. Et puis, on sait très bien que cet été, bon, il va y avoir un relâchement de l'esprit et de la conscience chez tout le monde. On a tous tendance, oui, à se relâcher l'été. Mais on continuera de toute façon certainement la série L'Apocalypse, mais cet hiver, parce que les gens sont plus réceptifs le ventre vide généralement. C'est curieux. Le ventre vide. Et avec la peur, ils ont un niveau de réception plus élevé. On va voir ça. On va voir aussi qui je vais voir, qui va passer dans l'été aussi, par curiosité, entendre, voir du monde, entendre, voir ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils comprennent, etc. Et recadrer un petit peu pour se préparer, peut-être pour un prochain bistrot. Donc Pierre, bah écoute, salut tous nos amis québécois. Salut les 3 Québécois qui écoutent. Il y a 3 Québécois et je ne sais pas combien de Français, donc salut tout le monde. Vous avez le lien de cette vidéo de ce général en dessous. Regardez-la dans son entier. C'est un caviar. Oui. Hein? Voilà. Et nous, on a du caviar, même en France, dans la Dordogne. Dans l'estuaire de la Gironde, il y a du bon caviar. On n'est pas obligé de le faire venir de Russie. Donc, on dit salut à tout le monde et puis à bientôt. À bientôt. À la prochaine.